Le monde d'à peu près. Bonjour chers auditeurs, vous êtes dans le monde à peu près, podcast présenté par Artemus. Artemus pour que l'information devienne connaissance. Pour discuter aujourd'hui, les intervenants seront Nicolas, Lamine et moi-même. Bonjour. Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous regardons le monde à peu près à travers des lunettes de notre invité, le docteur Ariam Bieran. Bonjour. Bonjour à tous. Je rappelle nos auditeurs que ce podcast, comme tous nos podcasts, vous pourrez retrouver sur notre site internet artemus.info. En plus des podcasts, notre offre comprend également des conférences que nous organisons en Belgique en présentiel. Quant à notre prochaine programmation, vous trouverez de plus amples informations sur notre site web. Je rappelle, c'est donc artemus.info. Pour ne rien rater, inscrivez-vous à notre newsletter car nos conférences se remplissent très rapidement. Un petit mot encore sur des chroniques que nous vous proposons aussi sur des sujets variés et que vous pouvez écouter soit sur notre site web, soit sur des plateformes où nous sommes présents actuellement, c'est-à-dire YouTube, Odyssey, Telegram, X et Facebook. N'hésitez pas à vous abonner et vous pouvez même nous aider à améliorer notre référencement en mettant la pouce bleue, et en commentant et partageant nos enregistrements. Merci d'avance pour votre soutien. Pour ne pas voler trop de temps de parole à notre invité, je vous la présente rapidement en essayant de résumer l'essentiel de son long CV. Ariane, vous êtes normalienne, c'est-à-dire ancienne élève de l'école normale supérieure. Vous êtes philosophe, psychologue clinicienne et docteur en psychopathologie. Au fil de vos analyses et votre expérience acquise en milieu clinicien dans des entreprises pour lesquelles vous avez mené des enquêtes et aussi lors des expertises pour des actions judiciaires, vous êtes devenu un spécialiste de l'étude de la paranoïa, de la perversion, du harcèlement et des manipulations. Pour partager votre connaissance, vous donnez des conférences et vous êtes auteur de près d'une trentaine de livres en philosophie, psychologie, développement personnel, littérature adulte et infantile, dont certains sont traduits en plusieurs langues. Vous questionnez des phénomènes très actuels. Vous avez écrit un essai, par exemple, sur le totalitarisme et vous dénoncez dans vos écrits notamment la sexualisation des enfants. Ariane, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. La première question qu'on a envie de vous poser, c'est comment allez-vous? Merci de l'invitation déjà et merci de la présentation. La trentaine de livres, c'était avant 2020. Parce que, après, il y a eu beaucoup de production. Comment je vais? C'est une grande question. Je fluctue dans mes états d'âme. On va dire qu'aujourd'hui, après une longue période d'exposition, j'ai plutôt envie de repli. Voilà ce qu'on va dire sur le comment je vais. Avec un constat plutôt pessimiste sur la situation générale. Mais je suis de tempérament pessimiste, hein, donc il ne faut pas non plus le prendre nécessairement comme ça. Mais donc je vais moyen, voilà, on va dire sincèrement. C'est un repli un peu forcé parce que... C'est un repli forcé. Oui, parce qu'en fait, on s'inquiétait un peu ou on se posait beaucoup de questions parce que vous étiez annoncé dans pas mal d'endroits en Europe et qu'en fait, on vous avait nulle part. Et ce qui nous intéressait, nous, c'était que vous étiez annoncé en Belgique. On devait même faire des ateliers avec vous. Oui. C'était prévu et on a des gens qui étaient déjà inscrits. Et puis, on a dû annuler. Et c'est resté un peu flottant comme ça. Et est-ce que vous pourriez nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les événements de ces derniers mois, semaines, pour qu'on arrive à cette absence finalement mystérieuse? Oui. Alors, pour la Belgique plus précisément, mon absence n'est pas... elle n'est pas mystérieuse, mais je vais simplement dire ce qui s'est passé. C'est qu'il y avait des arrangements qui avaient été pris donc sur mes interventions depuis plusieurs mois. Et puis, notamment, l'une de mes conférences a été annulée à mon insu. Ce sont des tiers qui m'ont prévenu en fait de l'annulation. J'étais même pas au courant. Et puis ensuite, j'ai été un peu mise devant le fait accompli de modification des arrangements qui étaient pris, sauf que moi, je vis à 10 000 kilomètres. Je veux dire, si je me déplace, c'est ma vie personnelle et ma vie professionnelle qui sont en suspens, en fait, hein, tout simplement. On rappelle que vous êtes en Colombie. Hein. Oui,
Et j'ai une vie professionnelle, je ne suis pas rentière, j'ai une vie personnelle aussi, donc qui nécessite j'ai beaucoup de responsabilités, donc je dois m'organiser. Donc ça a été très surprenant, donc j'ai été mise devant le fait accompli. On a voulu que j'accepte des contraintes, des nouvelles contraintes qui ne m'appartenaient pas en fait, et dont j'ai pourtant fait des frais. Donc, devant cette annulation, il y a eu d'autres annulations à d'autres endroits, mais en tout cas pour la Belgique, eh bien, j'étais mise devant le fait accompli. Donc, j'en ai été de ma poche aussi pour les billets d'avion. Voilà une partie, puisque maintenant je ne prends que des billets remboursables, ayant l'habitude de ce genre de surprise. Et puis En après, fait, pour la j'ai Belgique, appris. vous n'avez pas eu d'explication, en fait. C'est ça qu'on voulait savoir. Est-ce que vous a donné une raison pour laquelle la conférence a été annulée? On a voulu me faire accepter des nouvelles contraintes qui n'étaient pas celles qui étaient convenues. Et donc, voilà, ça a été ça la situation. Pour finir, il y a dans le même temps une campagne de calomnie à mon encontre qui a émergé au même endroit, dont j'ai eu les preuves, et donc c'est toujours en substance la même chose, hein, ces campagnes de calomnie, on peut en parler, et donc cela m'a donné la confirmation qu'il y avait quelque chose d'intentionnel, évidemment, à mon endroit, à l'endroit en tout cas de ce que j'allais exprimer, ou du danger que représente l'expression de ma pensée, plus exactement. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'est accentué de façon extrêmement violente depuis l'année dernière. Mais est-ce qu'il y a un sujet précis ou c'est votre pensée en général qui dérange ou qui a créé ces blocages ou ces annulations? Alors, il y a les deux. Il y a un sujet précis il y a plusieurs raisons, à mon avis. Il y a un sujet précis qui, dès que je le touche, je le sens passer, pour le dire brièvement. C'est-à-dire, c'est tout de suite des menaces, des représailles, des campagnes de calomnie, des annulations, etc. C'est le sujet des droits sexuels des enfants, de l'OMS. Ça, c'est depuis le départ, donc depuis ma prise de parole publique en 2017. Ça, c'est le premier sujet. Mais au-delà de ça, il y a, je crois que c'est toute ma personne aujourd'hui qui est indésirable dans certains milieux de la, entre guillemets, résistance, parce que je n'ai pas accepté certaines compromissions. Je vais être très claire. Donc, tout ceci crée une ambiance extrêmement délétère qui, pour moi, a recommencé. Je dis recommencer parce que finalement, de 2010, enfin, à partir du moment où j'ai pris la parole en 2017, j'ai eu ce même type d'ambiance. C'est-à-dire, je vais clairement donner des mécanismes. Par exemple, on vous invite pour faire une émission. J'espère que ce sera pas votre cas. On vous invite pour faire une émission. Mais l'émission n'est pas terminée, on va voir. Et à ce moment-là, je sers de caution, entre guillemets, morale ou je sais pas quoi, d'intégrité professionnelle pour la personne qui m'invite à faire l'émission. Et derrière, cette même personne qui m'a invité à faire l'émission peut au même moment ou plusieurs semaines plus tard commencer une campagne de calomnie. C'est stupéfiant. Et dans le même temps, la personne continue de faire vos louanges en public. Et ça, je l'ai vécu, on va dire, ma prise de parole en 2010, entre 2017 et 2018. Après, au bout d'un moment, quand on vit trop de choses violentes, on est obligé de se retirer, hein, tout simplement. Puis surtout quand il n'y a pas de soutien, et surtout que la naïveté prime, la naïveté. Et je l'ai revécu. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vécu, et je l'ai revécu avec plusieurs protagonistes l'année dernière et encore maintenant. Et ça, c'est déjà un premier point qui est que j'indique dans mon article. C'est pour ça que j'ai écrit l'article l'opposition contrôlée ou le syndicat jaune, où je donne les mécanismes. Ça, c'est un premier point. Il y a les annulations de conférences, il y a les représailles violentes. Il y a Comment ces représailles violentes, par exemple? Alors,
ça peut être des menaces, ça peut être des types d'agressions, ça peut être... moi, j'ai à peu près tout vécu depuis 2017. Après, je l'exhibe pas sur la place publique, mais clairement, ça peut être des annulations effectivement de colloques, ça peut être des menaces de mort, ça peut être fermeture de compte bancaire, je l'ai vécu, de ne plus avoir accès à la sécurité sociale française, je l'ai vécu, des intrusions au domicile de proches, je l'ai vécu. Enfin, voilà, quand vous ne cédez pas sur l'intégrité d'un propos, voilà ce qui se passe en France. Et donc, pour mettre en pratique ce que vous nous expliquez, on va prendre le cas de notre émission. C'est comme si nous, par exemple, on se servait de vous comme faire-valoir en disant, voyez, nous aussi, on est comme Ariane Bilran, on dénonce le totalitarisme, la sexualisation des enfants. Et derrière, on va dire dans les coulisses, on dit à quel point on vous déteste, à quel point vous êtes une mauvaise personne, à quel point vous êtes un but de votre personne. Ce sera à peu près ce genre de mécanisme que vous regrettez. Déjà, ça, c'est absolument ça qui se passe. Et puis aussi, c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Et avec un petit critère psychiatrisation, si on peut le mettre en plus, en général, en disant que la personne est folle, parce que ça ne m'arrive pas qu'à moi, mais ce sont des mécanismes sur les personnes, effectivement, qui ne cèdent pas de terrain à la compromission, ni dans le discours, ni dans les pratiques. Voilà. Donc, il va y avoir des différentes choses trappes. Donc, ça, c'est exactement ce qui peut se passer. Ou ce qui peut se passer aussi, c'est par exemple, qu'on tente de vouloir absolument unir mon propos à des personnes qui font semblant de lutter contre la même chose en introduisant l'inverse. Par exemple, il y a une personne qui veut absolument que je co-signe des articles avec elle ou que je co-signe des interviews avec elle. Cette personne, donc vous savez que moi je dénonce, je ne vais plus aller sur ce sujet extrêmement passionnel parce que je crois que ça suffit. Enfin, j'ai trop donné dans quelque chose qui n'est pas compris. Mais sur la sexualisation des enfants, je dénonce le fait que Kinsey était à l'origine de ces références dites scientifiques de l'OMS et Judith Reisman a démontré toute la fraude criminelle de Kinsey. Cette personne qui veut absolument co-signer ou faire des interviews ou voilà que mon nom soit collé avec elle, c'est une personne qui fait semblant, je suis désolée de le dire comme ça, de dénoncer les programmes d'éducation sexuelle, mais qui dans le même temps va s'appuyer sur Kinsey pour dire que les enfants ont une sexualité. Donc le fait de coller son nom au mien va faire en sorte que les gens vont lui donner crédit. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais j'ai 25 ans, même plus d'expérience professionnelle. Je travaille depuis l'âge de 16 ans. J'en ai 45. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie professionnelle qui sont visibles, qui sont identifiables et qui ont de l'autorité. Donc, effectivement, se coller à moi, c'est effectivement un moyen. Et on voit beaucoup de personnes arriver de cette façon parce qu'il y a aussi un business, il y a aussi il y a de l'opportunisme, etc. Mais il y a aussi, et c'est tout notre problème, de l'infiltration du pouvoir, tout simplement, quoi. Donc, ce dont je me rends compte terminé, c'est que j'avais beau le savoir, de façon très simple, j'avais beau le savoir, je ne m'imaginais pas. Et pourtant, j'en ai vu des milieux vérolés, j'en ai vu, et dans les entreprises, j'en ai vu. Je ne m'imaginais pas à quel point nous serions pris dans un mouvement d'opposition ou de résistance, entre guillemets, qui serait à ce point vérolé. Voilà. J'ai quand même une question à vous poser, je vais être un peu taquin. Finalement, si ça arrive si souvent, est-ce que le problème ne viendrait pas de vous ? Oui, et bien sûr qu'il vient de moi parce que je ne cède pas. Je ne cède pas sur le discours et je refuse. J'aurais accepté de céder. Il y a plein de fois, j'avais des portes ouvertes à plein de choses. Ah oui, tout à fait. Je suis absolument radicale. Je ne céderai pas sur la radicalité de ma pensée. Donc, si à un moment donné, j'apporte des éléments, par exemple, refusant toute négociation avec l'ennemi, parce que maintenant il y en a, c'est la mode, ils veulent négocier avec les ennemis, vous voyez. C'est vrai. Non, mais je refuse ça, donc ça ne plaît pas. Je refuse les compromissions, ça ne plaît pas. Il a fallu m'inventer dans les calomnies. Non, mais je prends des exemples. Mais à chaque fois, il n'y a rien qui est amené dans les calomnies, il n'y a pas de preuves. Mais ça circule, ce sont des rumeurs qui circulent et dont j'ai pu identifier. D'abord qu'elles ne concernent pas que moi. Olivier Soulier, il en avait été une victime mais épouvantable. Et ces rumeurs, elles sortent dans des foyers spécifiques et il faut que les gens les répètent, les véhiculent, etc. Donc, une des rumeurs, c'est le détournement de fonds. Alors,
on va m'expliquer comment j'ai pu détourner des fonds d'associations dans lesquelles je n'étais pas membre. Et la soi-disant association que j'aurais escroquée, elle a organisé ensuite un colloque avec moi. Et le type qui dit que je fais du détournement de fonds, il veut publier un livre avec moi. Alors, oui, On là, on est m'explique là. non, ça, c'est On est dans la dissonance kafkaïen. cognitive. Ah, là, Moi, c'est si bon. je pense que mon co-auteur est un escroc, je publie pas de bouquin avec. On est d'accord. On est d'accord. Non, Donc c'est tout est vérolé, moisi. Et ces campagnes de calomnie, je vois, elles sont multifoyées et elles interviennent alors systématiquement dès que sur le totalitarisme, oui, bien sûr, mais c'est fait un petit peu d'une autre façon. Mais sur l'OMS, il faut comprendre qu'il s'agit de lobby derrière. C'est très 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 ciblé. Donc et c'est oui, très bien. parce que comme vous le dites, quand on a affaire à l'OMS, bon, il y a du budget derrière. Là, par contre, où ça devient pervers, que finalement, même au sein des groupes qui se diraient résistants ou dissidents ou qui s'appellent comme ils veulent, finalement, c'est là où ça fait le plus mal parce que c'est eux qui de l'intérieur, pourrissent et noyautent tout. Oui, parce que quand on vous écoute, on dirait vraiment que vous êtes dans un feu croisé entre le système et ce qui prétend être anti-système. Donc c'est vraiment des attaques croisées qui viennent de partout en fait. Oui, absolument. C'est ça en fait. Les attaques croisées, mais en fait, il n'y a pas le système et l'antisystème, c'est que le système, il est présent à l'intérieur de l'antisystème. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'hyper intéressant. Ce dont, sur quoi vous mettez le point là, c'est que finalement, tout est moisi en fait. Et que il y a aussi un phénomène, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais il y a aussi le phénomène de l'idolâtrie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait des vues sur YouTube, etc., à partir du moment où vous allez venir, et c'est d'ailleurs, à mon avis, voilà la raison pour laquelle prenez des précautions dans ce que vous dites et que vous ne donnez pas de nom, que si vous le faites, ça va être un massacre en fait. Et j'aime bien votre approche parce que ce que vous expliquez, c'est faites attention et renseignez-vous, creusez, vous allez trouver l'information. J'ai l'impression que c'est comme ça que vous essayez de prévenir les gens. Et la première raison pour laquelle je ne donne pas de nom, c'est que premièrement, je pourrais me tromper. Je veux dire, tout le monde peut se tromper, donc désigner des noms, ça me paraît extrêmement dangereux. Ensuite, je préfère, et j'ai toujours préféré, analyser les mécanismes. Et je transmets des mécanismes d'analyse aux gens pour qu'ils soient libres de se dire, si j'ai cette grille d'analyse, que je peux prendre dans toute situation, en fait. C'est une grille, l'article sur l'opposition contrôlée au syndicat jaune, sincèrement, d'abord, la première expérience, ma première initiation, ça a été dans les entreprises, dans les vraies fabrications de syndicats jaunes. J'ai assisté à des fabrications de syndicats jaunes dans des moments assez surréalistes. J'étais extérieure à l'entreprise, donc en gros, j'étais un élément qui allait partir. C'était pas très grave, que je sois là. Mais à partir du moment où on comprend ces mécanismes, on peut se les approprier pour commencer à analyser ce qui se passe. Et ça me paraît beaucoup plus pertinent. C'est plus conforme à mes aspirations d'émancipation des individus que de leur dire tu dois penser qu'un tel il est mauvais ou un tel. Donc je les laisse à leur analyse. Je laisse les gens à leur analyse, mais je leur donne des possibles outils pour analyser qui sont valables universellement dans n'importe quelle opposition contrôlée. Donc c'est pas spécifique à ce que nous rencontrons, mais néanmoins la fabrication de l'idolâtrie, à mon avis, est intentionnelle. D'abord, c'est très facile de fabriquer de l'idolâtrie chez des gens qui sont désespérés et qui cherchent des sauveurs. Ça, c'est très très facile. Ou qui cherchent à être rassurés alors que en fait la situation est catastrophique, ou qui cherchent à ce qu'on leur dise que c'est bien qu'ils ne fassent rien, voilà, comme ça, ça les conforte dans leur confort, enfin, etc. Cette idolâtrie extrêmement problématique, d'abord parce qu'elle met les gens dans une situation de passivité, ils ne font rien, donc du coup ils se disent que voilà, en gros il leur suffit d'idolâtrer. Ensuite, la personne qui est idolâtrée, quand bien même au départ il s'agirait d'une personne, on va dire, bien constituée, elle va se laisser dériver par l'idolâtrie. C'est très compliqué d'être confronté à une notoriété en temps de crise, c'est-à-dire d'un côté on vous tape dessus, c'est-à-dire que voilà, on vous tape dessus, antisémite, je sais pas quoi, enfin complotiste, etc. Et d'autre côté, on vous idolâtre. Mais en fait, ce phénomène fait que l'individu, il va dériver. S'il n'a pas un ancrage solide ou qu'il n'est pas déjà habitué à la notoriété.
Moi, je suis désolée, déjà habituée à la notoriété, pas en France, mais au Canada ou ailleurs, j'ai eu affaire à des parutions de livres, à des interviews, etc. Donc, j'avais déjà eu à traverser en contexte qui n'était pas un contexte de crise, la difficulté qu'est, entre guillemets, l'entrée dans la lumière. L'entrée dans la lumière, c'est une difficulté, ce n'est pas un cadeau. C'est un poison avec lequel il faut composer. Donc, vous avez plein d'individus fragiles qui ne savent pas quoi faire de ce poison. Et ça m'amène à vous poser aussi une question parce on est dans une année d'élection, notamment en Belgique, et on a eu beaucoup de discours avant, notamment qui ont été assez critiques envers le Covid et tout ce qui s'est passé. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on sait que c'est sclérosé, que la solution pour moi ne sera pas politique. Ça, c'est mon point de vue. Mais on voit tous ces gens, justement, qui sont dans la résistance, la dissidence, etc., vouloir se lancer dans on va dire l'épopée politique, ne comprenant pas qu'en fait, ils vont devoir faire des compromis, comme vous le dites, et que finalement, ils ne vont rien changer, mais justement être un outil au service du pouvoir pour dire, vous voyez, comme on est en démocratie, il y a possibilité à ces gens-là de s'exprimer à travers le vote. Et alors que nous, le but de notre organisation, c'est justement que les gens comprennent ça, qu'ils aillent un peu plus loin que ce qu'a été le Covid, parce que c'est vrai que ça a été une période de révélation, les masques sont tombés, et on s'était dit que c'était une brèche pour ouvrir des possibilités ailleurs. Et on se rend compte que malgré les conférences qu'on organise, malgré les personnes qu'on reçoit, eh bien ça ne passe pas en fait. Il y a toujours cet espoir de la solution miracle qui va sauver tout le monde. Je ne sais pas vous comment vous la voyez, ces élections, quelle est votre réaction par rapport à cette volonté de faire la politique Ça toujours passe peut-être, mais c'est un pourcentage extrêmement minime des gens qui voient un peu ce qui se passe. Oui. Mais les gens qui s'inscrivent en politique, on ne peut que leur conseiller la lecture d'un petit livre qui n'est pas très long, qui doit faire une 40aine de pages, qui s'appelle Notes sur la suppression générale des partis politiques de Simone Veil. Donc Simone Veil, la philosophe, avec un W. Oui. Excellent bouquin. Oui. Je vais répondre un peu franchement. Je pense que ceux qui se lancent en politique se sont déjà compromis, en fait. C'est pas qu'ils vont être compromis, ils se sont déjà compromis. D'une manière ou d'une autre, ça peut être conscient, ça peut être inconscient, mais aujourd'hui, tout est absolument vérolé. Il y a une maîtrise absolue de l'échiquier politique par ceux qui ont la tentation de cette ambition totalitaire. Donc, effectivement, c'est comme dans l'opposition, on vous laissera parler si vous faites très peu de voix, parce que vous n'êtes pas menaçant. Et puis ça vous donne une illusion de diversité. On a mis le programme diversité, on est en liberté d'expression, voilà. Mais quand on regarde, si la personne devient un peu menaçante, on se souvient de Coluche, je pense que fait pas long feu. Tout le système politique, en tout cas occidental, est aujourd'hui verrouillé, de mon point de vue. Mais ce qui est marrant, c'est que on est aussi en dissonance cognitive parce que, Oui. je ne vais pas le citer, l'un des partis politiques qui s'est lancé et qui voudrait réunir les résistants cite notamment Simone Veil. Oui, voilà. Et c'est là où on tourne sur la tête. C'est pas possible. Oui, c'est ça. Vous ne pouvez pas citer Simone Veil et vouloir faire la politique. Mais je ne comprends pas ça. Mais sans toute comparaison, je vis exactement la même chose avec mon travail qui va être cité par des figures qui vont en faire l'inverse, qui vont l'utiliser pour lui faire dire l'inverse. Mes concepts, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est très préoccupant et on voit c'est des outils de manipulation en fait pour les gens qui ne réfléchissent pas ou qui n'ont pas le temps. Vous faites un tableau quand même assez sombre de cette actualité, de cette résistance avec des guillemets. Mais les deux questions, c'est est-ce qu'il y a quand même, j'espère, il y a quand même des gens et des organismes dignes de confiance, j'imagine quand même qu'il en reste. Et puis d'un point de vue plus général, qu'est-ce qui fait, bon là vous êtes un peu fluctuante comme vous disiez au départ, mais qu'est-ce qui fait qui vous donne envie de poursuivre ou pas? Je ne sais pas si vous allez poursuivre, mais quel est votre moteur malgré ces déceptions ou cette réalité assez sombre? Alors, déjà, la réalité sombre, elle est sur, on va dire, à la fois les structurations qui ont pu se mettre en place pour créer une opposition à cette avancée totalitaire et ceux qui ont pris le pouvoir là-dedans, pour la plupart, ou le pouvoir médiatique. Donc, voilà. Ou en tout cas, les mécanismes. Vous voyez, par exemple, il y a des choses très surprenantes. Vous avez
Kerry de Donde Vamos, qui est la journaliste du site Donde Vamos, qui est journaliste qui travaille sur les réseaux depuis, je sais pas, 20 ans. Et elle, donc on vit sensiblement des choses similaires, des mécanismes similaires. Vous allez avoir d'un coup, il y a plein de gens qui arrivent, ils sont spécialistes de la pédocriminalité, mais on sait bien que non. Et par contre, ils arrivent, alors eux, ils ont plateau médiatique, que ça soit plateau dans les médias alternatifs ou plateau dans les médias officielle. Et la journaliste qui fait le travail de fond, elle, on ne l'entend pas, jamais. C'est fascinant. C'est fascinant. On a eu la même chose, on a la même chose avec les experts psy. Vous avez des psys qui ont des vraies expertises, c'est-à-dire qui ont des expertises aux assises, des expertises judiciaires plus larges sur les abus sexuels infantiles, etc. Eux, ils sont jamais convoqués et on vous sort du chapeau des psys inconnus, au départ inconnus, mais qui deviennent connus parce qu'il y a une propulsion médiatique et dont on se demande bien quelle est leur expertise sur le sujet qu'ils amènent. Alors, ça, ce sont les figures. Après, les gens eux-mêmes, c'est encore très différent, mais la problématique, c'est comment transmettre les mécanismes de compréhension des méthodes utilisées par un pouvoir expert dans la manipulation pour exploser et faire exploser toutes les formes de résistance. Et ça, c'est très compliqué parce que l'expérience montre que tant que les gens n'ont pas fait de l'expérience d'eux, ils ne comprennent pas. Donc, on est voué à ça. C'est un petit peu notre malédiction, ou je sais pas. Ça, c'est le premier point. Après, me concernant aujourd'hui, j'estime avoir fait ma part de travail pour la période de ce que j'ai appelé le déferlement totalitaire en août 2020 et la transmission des mécanismes du totalitarisme avec voilà ce livre Psychopathologie du totalitarisme où je pense avoir fait le tour de ce que je pouvais transmettre sur la question, qui est encore une fois le fruit d'années de travail. Donc, je ne crois pas, je continuerai bien sûr à répondre à des questions, mais je ne crois pas produire nécessairement de travail supplémentaire là-dessus. Je suis personnellement en grand questionnement, comme vous l'avez dit, parce que je ressens une situation d'impasse, tout simplement. J'ai décidé de ne plus intervenir sur le sujet des droits sexuels des enfants et de passer la relève à mes collègues en espérant qu'ils l'apprennent, mais tout simplement parce qu'à un moment donné, je vois bien que je suis la figure sur laquelle tous doivent s'acharner. Et cette situation est aussi le fait que d'autres savent le prix de l'exposition et n'ont pas envie d'y aller. Donc voilà, je crois que j'ai fait ma part de travail, j'ai transmis tout ce que j'avais à transmettre. J'ai écrit tout ce que j'avais à écrire sur les droits sexuels, l'OMS, le totalitarisme, etc. Enfin, pour moi, en tout cas aujourd'hui, tout ceci m'amène à clôturer un chapitre. Voilà, j'ai transmis ce que j'avais à transmettre. Je vois pas ce que je peux rajouter d'autre sur ces deux sujets. En tout cas, je me répète. Je me répète dans les interviews. Parce que j'ai transmis ce que j'avais à dire et je crois qu'il y a beaucoup de corpus. Voilà, que ce soit la psychopathologie du totalitarisme, les chroniques du totalitarisme, le débat interdit, l'international nazi, l'imposture des droits sexuels, les conférences sur le totalitarisme, tout ça, ce sont des ouvrages. Alors, je vais compiler effectivement encore des choses que je n'ai pas encore rendu public, mais j'ai la sensation d'être au bout de ce que j'avais à faire en tant qu'intellectuel sur cette période-là. Je comprends tout à fait, d'autant plus que c'est un sujet qui laisse amer, qui dégoûte de l'humain, qui rend votre âme noire. Moi, c'est vraiment quand je suis rentré dans ce sujet, c'est un sujet qui est assez difficile. Oui, pardon, oui, je t'interromps, mais ce qui est très compliqué, c'est de sauvegarder effectivement sa dimension vitale en étant dans les égouts. Hein. C'est à peu près voilà ça. Je voulais terminer parce qu'après je vais perdre l'idée, pardon, donc du coup d'avoir interrompu, mais je pense aussi qu'il est sain de savoir s'arrêter à un moment donné. Sur des périodes, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête, mais ça veut dire qu'on s'arrête sur des sujets, parce qu'on en voit trop mouliner la même sauce aussi, parce qu'ils ont existé avec le Covid et ils ne veulent pas lâcher
leur auditorat, l'audience qu'ils se sont faite, etc., quitte à continuer artificiellement, parfois, sur des sujets sur lesquels ils ne sont pas du tout habilités à parler d'ailleurs. Voilà. Mais On les repère facilement parce que c'est vrai que ces gens-là partent dans tout et n'importe quoi pour rester. Ça devient du grand n'importe quoi. Oui. Il y a pas mal d'exemples dans la résistance avec des guillemets toujours. non, mais moi, je comprends tout à fait que vous vouliez clôturer la page. Enfin, en même temps, quand on a fait le travail que vous avez fait, j'ai eu à peu près la même chose. Moi, j'ai découvert les travaux de Rudy Reichmann grâce à Marion Sigaud. Et quand j'ai commencé à lire et me renseigner, j'ai été absolument sidéré. Et il y avait aussi cette volonté de vouloir faire connaître ces travaux à tout le monde. Et c'est là où le prosélytisme n'est pas, je pense que c'est pas la meilleure façon d'amener les gens à comprendre, parce que de toute façon, chacun a son cheminement et à un moment il y passe. Mais c'est vrai que c'est tellement énorme, sachant que moi, en plus, ma femme a fait un master en sexologie. Quand je lui ai expliqué tout ça, quand je lui ai donné le bouquin, on doit tout remettre en question. Oui. Il y a un monde qui s'effondre en fait. Vous arrivez en leur disant ce que vous croyez. Non, en fait c'est pas du tout ça. Il va falloir tout revoir. Et là où c'est pervers, c'est que c'est vrai que c'est un sujet. Quand on y rentre, c'est là où on est le plus violemment attaqué. Alors que pour moi, il est la base de tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable de comprendre qu'on est capable de faire ça aux enfants, le reste coule de source. Le Covid, pour moi, la manipulation covidienne coule de source. Oui. Mais c'est violent, c'est violent. Oui. Donc, vous voyez, un des exemples, ça fait des mois que je suis accusée dans la résistance, entre guillemets, d'être une dérive sectaire parce que je défends le corpus de connaissances de psychologie de l'enfant. Je défends l'existence d'un corpus de connaissances en psychologie de l'enfant qui parle de la nécessité de ne pas sexualiser les enfants, de ne pas les confronter de manière précoce à des contenus qui pourraient les traumatiser. Et bien ça, il paraît que c'est une dérive sectaire. Mais ça, c'est pas le gouvernement qui le dit, c'est dans la résistance. Parce que je refuse de faire des compromissions. Vous voyez? Donc c'est quand même. Donc ça, après, on transforme, on va dire que je suis dogmatique. Mais je ne suis pas dogmatique. Je défends un corpus de connaissances en psychologie du développement de l'enfant. Corpus qui a des décennies de travail. C'est pas du dogme. Et ces mêmes personnes qui m'accusent ont refusé toute discussion, bien évidemment. En fait, vous pouvez paraître très radical sur ce sujet-là parce que vous n'avez pas de compromis tout de suite. C'est ça. Pas de discussion possible sur si on dit la vie sexuelle des enfants, la phrase est déjà fausse. C'est Donc, ça. on s'arrêtera là pour vous. C'est ça la radicalité. Je ne négocie pas avec la perversion. Et je pense que quiconque négocie avec la perversion a signé son arrêt de mort. Voilà. Quiconque va accepter la moindre petite compromission a signé son arrêt de mort. Voilà, c'est comme ça. C'est un point de vue. Peut-être que j'ai tort. Mais c'est comme ça. Et là, vous nous dites que vous avez fait un peu le tour de ces sujets. Vous avez dit, écrit, et fait tout ce qu'il y avait à faire. Est-ce que maintenant, la période est peut-être un peu entre deux, est-ce que vous avez une idée de la suite pour vous? Quel sujet vous voulez traiter ou s'il y a d'autres horizons ou des choses complémentaires à tout ça qui arrivent pour vous? Pour l'instant, je suis plutôt en pause et en réflexion. D'ailleurs, je pense que c'est sain de savoir s'arrêter et c'est sain de prendre des pauses et un petit peu de recul par rapport à, pour moi, tout ce qui s'est passé, à la fois au niveau de ce que nous avons subi de façon générale, et auquel, malgré mes études des textes de l'OMS depuis 2016, je ne m'attendais pas. Donc ça a aussi été ça a quand même été un coup de main de maître. Et puis voilà, j'ai besoin aussi de me mettre à distance de toute cette violence, encore une fois, violence psychologique et autres que nous subissons. Je dis nous parce que nous sommes plusieurs, enfin pas nombreux non plus, mais voilà, à subir dans les fortes têtes visibles. Donc malheureusement, nous ne vous verrons pas de sitôt en Belgique, si je comprends bien. Je ne pense pas mettre les pieds rapidement en Belgique, non, effectivement. Surtout pas en Belgique, en fait. C'est éventuellement en Suisse, alors, puisque ce n'est pas dans l'Union européenne, peut-être un endroit à part.
Voilà. J'avais une question concernant justement ce système où nous nous trouvons. Vu votre expérience et vos compétences, on entend souvent dire, parfois un peu avec humour, en schématisant que les gens qui sont à la tête des gouvernements sont des psychopathes. Sont des gens vraiment des psychopathes. Mais concrètement, selon vous, c'est vrai de dire ça ou c'est plutôt sur le mode de l'humour ou bien est-ce que vraiment il y a quelque chose de cet ordre-là? Parce qu'il y a quand même des choses assez spectaculaires qui nous présentent ou qui nous proposent parfois ou qui nous imposent. Oui, alors, ça, dans mon livre, dans Psychopathologie du totalitarisme, vous trouverez les bonnes définitions. Parce qu'en fait, psychopathe n'est pas le terme adapté, à mon avis, et j'explique pourquoi, pour parler des gouvernants. Pour le faire simple, le psychopathe, en tout cas, si on prend sa définition scientifique, entre guillemets, c'est en psychopathologie, le profil, c'est le serial killer ou le serial violeur en série, mais c'est lui qui le fait. Donc, c'est donc un profil qui est dénué souvent de rationalité, de capacité d'anticiper. Il ne fait pas des agendas 2030 ni des plans quinquennaux. Vous voyez, le psychopathe, c'est la milice du pouvoir, tout est la milice. Mais c'est pour ça que je parle d'autres configurations. On peut parler d'une forme de folie du pouvoir, mais il faut faire attention, je pense, parce que d'abord, il y a quand même quelque chose de très intentionnel et criminel qui est déployé sur les populations. Et Hannah Arendt disait, plus on va monter les échelons, plus on va avoir affaire tout de même à des profils cyniques. Donc, ce n'est pas incompatible. J'explique pourquoi dans le livre, c'est un petit peu complexe de rentrer tout de suite dans ces détails, mais n'est pas incompatible avec la psychose paranoïaque ou avec la perversion, le cynisme. Mais voilà, je préfère, encore une fois, avoir une pensée qui ne met pas trop dans les cases. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pensée de système. C'est pour ça que je parle de système paranoïaque, de processus contagieux, etc. Et on le voit, il y a de plus en plus de gens qui deviennent paranoïaques, il y a de plus en plus de gens qui nourrissent des idées suicidaires, etc. Et tout ça, ce sont des mécanismes contagieux. Donc au niveau du pouvoir aussi, on voit que au départ, des profils qui pouvaient plutôt être de type pervers, c'est sûr, ils aimaient bien l'image, ils aimaient bien être adulés, etc. Mais ils recherchaient plutôt le pouvoir pour leur profit, finissent par évoluer en profil complètement paranoïaque. C'est pas du tout rare. C'est pas rare, pas rare. Mais vous pensez pas que justement la paranoïa, elle a son droit d'être? Je veux dire par là que en grandissant, justement, on commence à faire attention à ce qui se passe autour de nous et qu'il y a une limite, je veux dire, à la folie. Donc, c'est-à-dire qu'il est normal de se méfier du proche, enfin, de son voisin ou de ses proches, à partir du moment où on a expérimenté dans son sein une violence qui a été une trahison, en fait, tout simplement. Mais tout à fait, Donc, mais pardon, non, je laisse. Participe, mais c'est pour ça que moi, je considère et je conçois la psychopathologie, donc l'étude des processus psychiques, comme des questions d'équilibre et de déséquilibre. C'est un petit peu entre le normal et le pathologique. C'est-à-dire que un petit peu de paranoïa, il en faut. Trop, il en faut pas. Un bon chef d'entreprise, il est obligé d'être un petit peu paranoïaque par rapport à ses concurrents. Quand ça se déséquilibre, c'est-à-dire quoi? On va employer ça paranoïaque dans le sens courant, c'est-à-dire un peu méfiant, un peu sur ses gardes, etc. Quand ça se déséquilibre, c'est le délire de persécution qu'on connaît, où tout le monde devient mon ennemi. Là, il y a eu un déséquilibre. Il y a eu une bascule. D'accord. Et il y a aussi une chose intéressante que je vous ai entendu dire, c'est que, en tout cas dans vos travaux pratiques en milieu d'entreprise, c'est que quand on va arriver à une déferlante paranoïaque ou de harcèlement, si la personne est directement remise à sa place, ça ne se produira pas. Si on le laisse faire, en fait, ça va être une dégradation constante. Et là, j'ai envie d'un peu taquiner, mais c'est pas exactement ce qui se passe avec l'enfant qu'on laisse être mal poli ou qu'on ne corrige pas dans une certaine, pas forcément physiquement, mais qu'on ne corrige pas dans ses attitudes. Est-ce que c'est pas aussi le problème de nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, on n'ose plus rien dire à personne, en fait, parce que on a peur de toucher à sa sensibilité ou de le déranger. En fait, on ne prend plus le temps de déranger les gens ou de les remettre à leur place. On n'a plus ce courage-là. C'est pas aussi un problème
qui fait entièrement partie des problèmes que nous vivons dans l'Occident. Oui, oui, absolument. Ça, c'est vraiment le cœur de mes travaux sur le harcèlement, ce que vous citez. Quand j'ai commencé à étudier le harcèlement, d'abord, c'était en réaction effectivement à une vision très binaire à l'époque, le méchant harceleur et le gentil harcelé. Et j'avais vraiment l'intuition que quelque chose se passait dans le groupe. Donc, j'ai publié énormément d'articles, de livres, etc. par rapport à ces observations que je faisais des mécanismes de groupe. Et il est clair que j'en ai fait aussi des observations par rapport à ce que je vais appeler des terrains ou des écosystèmes d'entreprise, puisque je m'étais posé la question, pourquoi du harcèlement va émerger dans tel type d'entreprise. Et à l'époque, je faisais beaucoup d'entreprises de tailles différentes, de pays différents, de secteurs différents, de métiers différents. Donc, ça me permettait de rechercher ce qui était commun derrière ce qui était différent. Et ce qui est commun, c'est que le harcèlement, qui est la méthode du totalitarisme, ce qui est commun, c'est d'émerger sur des terreaux qui sont soit trop autoritaires, soit trop laxistes, soit les deux. Parce que des fois, on peut être très autoritaire sur quelque chose et très laxiste sur d'autres. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit un livre qui s'appelle Psychopathologie de l'autorité. Et je me souviens, ça devait être en 2010-2011. J'étais au Canada, j'écrivais en même temps les livres sur le harcèlement et mon livre sur l'autorité, et j'avais l'intuition que j'écrivais sur la même chose, mais je n'arrivais pas à trouver quoi. Et au final, quand j'ai fini les deux livres, j'ai compris ce qui n'était à l'époque, qui m'était pas du tout évident, qui, à mon avis, ne l'est toujours pas pour beaucoup de monde, c'est que il ne peut y avoir harcèlement que s'il n'y a plus d'autorité. L'autorité saine, elle met des limites, elle rassure, elle protège, elle contient. Et effectivement, ce qui se passe dans la transformation ou l'évolution de profils, par exemple, qui deviennent paranoïaques, c'est que plus personne ne les contient. On a cette description, je l'ai vue récemment, parce que j'ai relu l'historien romain Tacite sur Néron, et il dit exactement ça, en fait. Néron est une fabrication de son entourage. Si les uns et les autres lui avaient mis des limites, il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu. Et donc, on a affaire à des pathologies immatures. Ça, je l'explique dans mon livre Psychopathologie de la paranoïa aussi, je l'explique. C'est-à-dire, ce sont, et surtout, quelque chose de fondamental dans Psychopathologie du totalitarisme, et que j'ai mis, enfin, pour la première fois, exposé publiquement, parce que ça faisait des années que je l'avais en étude, en observation et en regardant si elle était valable, c'est mon échelle du développement psychique. C'est-à-dire qu'en fait, je considère que les individus ont une maison plus ou moins construite, on va dire, sur le plan psychique, mais que ça peut s'abîmer ou ça peut s'améliorer. Mais quand ça va s'abîmer, on va redescendre l'échelle et on va redescendre dans une immaturité effectivement infantile. Et donc le tyran, c'est clairement, il a 2 ans d'âge affectif. Et c'est toute la difficulté qu'on a, c'est qu'une population en démocratie, nous ne sommes pas en démocratie. C'est pour ça que moi, les débats sur la démocratie, ça me fait rire. Mais la démocratie, normalement, qui est souverain? Qui est père et mère? C'est le peuple. Et les ministres sont les serviteurs. Normalement, oui. Ça, c'est étymologique. Non, mais c'est pour ça que j'ai fait mon préambule. Ça veut dire que qui doit mettre des limites à celui qui dirige? C'est le peuple. Or, aujourd'hui, on est dans une confiscation. En tout cas, je vais parler de la France, connaissant moins la Belgique, mais à mon avis, ça doit être assez similaire, où les représentants du peuple ne les représentent plus. Donc, les représentants qui devraient représenter le peuple à l'Assemblée nationale, etc., et mettre des limites à ces excès de tyrannie, ne sont plus représentés. Donc, que fait-on? Mais d'un point de vue général, vous dites on n'est plus en démocratie, vous en êtes sûr? On est en quoi alors? Est-ce qu'on est en totalitarisme vraiment? Est-ce qu'on est en pré-totalitarisme? Est-ce qu'on est on est dans quelle partie? On est à quel moment de l'histoire? À quel moment de l'histoire aujourd'hui, je dirais? Donc, on a eu ce que j'avais appelé le déferlement totalitaire, c'est-à-dire une grosse décompensation totalitaire sur laquelle il y a eu une accalmie, mais qui a conduit de fait à la suppression de beaucoup de nos droits fondamentaux qui ne reviendront pas. Et je m'attends simplement à une prochaine décompensation totalitaire, un prochain déferlement totalitaire qui va être de nouveau une sorte de bouffée délirante sur la population d'une manière ou d'une autre, que ça soit avec le décor qu'on voudra nous proposer, soit la Troisième Guerre mondiale, soit je sais pas, des contraintes climatiques, etc. Tout passe par le contrôle des corps.
et le contrôle de l'information et des mouvements. Donc on voit bien que la numérisation progressive de nos existences, sur laquelle nous n'avons pas notre mot à dire, est en train de verrouiller l'ensemble. Je dis quand nous n'avons pas notre mot à dire, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant le fait accompli. Vous voulez rentrer dans votre compte en banque, il faut faire 15 000 contorsions, vous devez avoir votre téléphone, il n'y a pas de portable, comment ça se passe, etc. Des facturations électroniques. Tu vas faire une course hier, il n'y a plus de facturation électronique. Voilà, donc c'est ça, c'est quand même en évolution dans tous les pays. La problématique, c'est que ces outils de contrôle sont entre les mains. Pour l'instant, la planète est entre les mains de personnalités qui ont une autre vision du monde, on va dire ça comme ça, qu'une vision centrée sur l'être humain. Et cette vision vous semble vraiment globale ou elle est très très occidentale au sens large? Vous qui êtes en Colombie, est-ce que la Colombie c'est pareil? Est-ce que vous avez un recul, une distance qui est différente? Comment ça se passe là-bas par exemple? Est-ce que ça se calque là-dessus ou bien est-ce que vous voyez vraiment des différences ou peut-être des sources d'espoir? J'ai du mal à répondre à cette question, en tout cas d'un point de vue géopolitique, parce que je ne suis pas, j'aime bien rester à ma place, je ne suis pas analyste en géopolitique. Donc ça, il faut aller demander aux géopoliticiens, quel pays, avec quel pays, etc. Donc je vais simplement répondre que... Mais si on prend la vie au quotidien en Colombie, ce qui change pour moi, donc je vais répondre sur une opinion personnelle, les processus globaux ne changent pas. La numérisation des existences, c'est partout. Alors, qui pilote ça? Que nous dit oui, mais il y a les BRICS et machin. Moi, je pose la question, la numérisation de nos existences à laquelle nous n'avons pas consenti, car nous n'avons pas, on pourrait y consentir, mais enfin, nous n'avons pas demandé notre avis. Qui contrôle cette affaire? Qui contrôle que nous passions de plus en plus de portiques avec des QR codes où il n'y a plus de personnes personnelles? Qui contrôle ce capitalisme sauvage qui destitue les gens de leurs emplois pour mettre des automates? Et ce n'est pas anodin, puisque dans les idéologues de ce totalitarisme, il est clairement question de gens inutiles qui n'auront plus d'emploi. Donc moi, ma question, elle est vraiment là. Après, sur comment ça se passe, la réalité, elle est aussi sur les peuples expérimentés et les peuples inexpérimentés au totalitarisme. Je vais le dire comme ça, ce n'est pas que la France, par exemple, soit inexpérimentée, mais cela fait quand même plusieurs décennies qu'il y a un certain confort en France, et donc un oubli s'est installé, et l'instinct de survie est parti, et les manières de manœuvrer avec des velléités tyranniques ou totalitaires sont un peu rouillées. Alors qu'en Colombie, pas du tout. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est que finalement, on a ce mot à la bouche en Occident, c'est la démocratie, la démocratie, la démocratie. La démocratie, finalement, on l'a représenté qu'une courte période, et à Athènes. Et je crois que je vous ai entendu en parler en disant que oui, mais c'était sur un très peu de gens. Finalement, c'est quoi le meilleur système, puisque on est de plus en plus. Moi, j'ai envie de parler d'un monde traditionnel, où finalement ceux qui étaient à la tête de la pyramide, c'était les sages. Le problème, c'est que à la tête de nos pyramides, il n'y a plus vraiment de gens sages, en fait. Il n'y a plus de sagesse. Donc, est-ce qu'on doit attendre passablement que cette mauvaise période se passe, ou est-ce qu'on doit être actif? Comment vous voyez les choses, vous? Quel est pour vous, je ne vous demande pas votre avis de politologue, etc., mais votre avis personnel sur quelle est la solution la plus adéquate pour nos populations? Déjà, j'ai remis au goût du jour ce qu'on appelle l'anacyclose, c'est la transformation des régimes politiques lors des gradations. Tout régime politique, et c'était l'historien grec Polybe qui en avait parlé, tout régime politique a son pendant de dégradation. Le pendant de dégradation de la démocratie, c'est l'ochlocratie, le gouvernement de la foule, le gouvernement des masses, le totalitarisme. Je mets le mot moderne, mais c'est de ça dont ça parle. Voilà. Donc, en fait, à chaque fois, il y a une pente glissante quand, en fait, ces types de pouvoir, voilà, l'aristocratie, la monarchie, gouvernement d'un seul, etc., ce sont des coquilles dans lesquelles on va mettre des gens. Et ces êtres humains, ils ont des pentes glissantes. Donc, quand on commence la coquille devient, se dégrade ou se corrompt à la faveur de la corruption des êtres humains qui prennent la place. Et
je crois que notre souci principal aujourd'hui, et ça rejoint votre question sur le fait de poser des limites aux uns et aux autres, c'est de retrouver des hommes vertueux qui réellement s'investissent pour le groupe qui est autour d'eux. Je ne vais même pas parler d'une grande société, je vais parler d'un petit groupe. Parce que déjà, on voit, et ça fait très longtemps, je parle encore de la France, la dégradation. Maintenant, on voit des vidéos circuler, etc., d'agression, il ne se passe plus rien, plus personne ne réagit. Mais moi, ça fait très longtemps que je vois ça. Et ça avait commencé dans les banlieues dans lesquelles j'étais jeune. Cette passivité, je cache ma tête dans le journal et je m'occupe pas dans le métro et je m'occupe pas de ce qui se passe autour de moi, ce désinvestissement du lien collectif, mais au sens de prendre des risques, parce que voilà ce qui peut distinguer essentiellement, par exemple, un peuple assez jeune comme le peuple colombien, c'est que s'il y en a un il y a un vol dans la rue, le type il va se faire rattraper d'une façon ou d'une autre. En France, vous allez le laisser passer. C'est un vrai problème parce que ça veut dire que tout le monde plus personne ne se préoccupe en fait de ce qui se passe dans le groupe. Voilà. Et le système a amené le peuple à ça parce que tout est fait pour que personne ne réagisse. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai dans mes ateliers où on pense le système totalitaire, il y a des personnes qui viennent, qui sont dans d'autres pays et les Français qui vivent en Amérique du Sud ont toujours le même constat. On n'a pas le même. C'est vrai que les gens sont très très livrés à eux-mêmes. Mais du coup, ils sont obligés de s'appuyer sur le groupe, sur le clan, sur le quartier. Alors que c'est toujours, il y a toujours un revers de la médaille. Alors que le système, on va dire, de prise en charge complète, bon, c'est plus du tout le cas maintenant, mais qui a été vécu en France de généreux, d'ailleurs, très intéressant sur plein d'aspects, mais a aussi créé un certain confort qui évitait de devoir s'appuyer sur ses voisins, sur son quartier, sur le groupe immédiat autour de soi. Donc, je dirais que pour moi, si je dois redonner un sens noble au mot politique, il est là, c'est-à-dire réinvestir de façon locale. Qui connaît ses voisins? Bon, je suis allée en Suisse effectivement récemment, les gens à Genève, ça fait 20 ans qu'ils vivent dans un immeuble, ils connaissent pas leurs voisins, ils n'ont jamais parlé à leurs voisins, ils se disent bonjour dans l'ascenseur. Moi, dans mon quartier en Colombie, il y en a 800, tout le monde est aux enterrements, vous voyez, pas la même chose. Mais c'est pas il y a des grandes villes, c'est pas une histoire de pays aussi, c'est une histoire de grande ville, c'est une histoire d'industrialisation, c'est parce que dans des campagnes françaises, on se connaît encore, etc. Mais si on connaît son voisin, si on connaît son voisin, déjà on va s'entraider parce qu'on sait que c'est pas un tiers qui va venir nous aider, c'est le voisin quand on aura une difficulté. Donc on va être obligé de s'entraider et donc on va être obligé de se protéger mutuellement et on va être obligé, voilà. De fait, Genève est un mauvais exemple. Mais c'est pas quelque part un cercle où dans un système totalitariste, on va créer la solidarité entre les gens parce que c'est difficile et donc on va peut-être vers ça un peu plus tard. La problématique, c'est que tout le totalitarisme vise à détruire le lien entre les gens, à détruire le lien entre les familles, à créer de la suspicion, de la délation, à encourager à la délation. Donc c'est comment empêcher que les gens se regroupent, même dans leur quartier, parce qu'on va avoir peur, si on ouvre la lumière et que la lumière c'est interdit, on soit dénoncé au pouvoir. Que si on n'a pas fait sa millième dose, on soit dénoncé au pouvoir par son voisin. Tout le problème, il est là. C'est pour ça on ne peut pas éviter, à mon avis, un passage très douloureux par une prise de conscience et rien ne remplace l'expérience. C'est-à-dire, on a beau expliquer, on a beau avertir, on a beau faire tout ça, rien ne remplace l'expérience et on va devoir repasser par cette expérience pour que nous puissions comprendre qu'à trop délaisser notre investissement dans le groupe, à ne pas cultiver l'amitié avec nos voisins, même s'ils n'ont pas les mêmes opinions politiques, même si ceci, même si cela, même si etc., même s'il a des défauts, même s'il fait du bruit, même si etc., on va dans le mur. Oui, donc on est à l'aube de l'hiver. Avant le printemps, il faut vivre l'hiver. Voilà ce que je pense. Et c'est vrai que, disant ça, je ne suis pas populaire. Il y en a d'autres qui vendent le printemps, qui nous ont vendu le printemps depuis 2020. Oui, non, vous avez raison. Mais en fait, il faut aller au bout du totalitarisme pour retrouver le lien. Et on peut faire le comparatif avec le communisme. Je
pense que Eva, tu faisais un peu référence à ça aussi, vu que tu l'as vécu toi-même. Oui, tout à fait. C'était tout à fait. Et je crois que ce que vous avez dit, que les gens pour qui c'est un peu plus récent, ils reconnaissent un peu les signes de propagande. Et tous Oui, j'ai eu ces beaucoup signes plus sensibles. de Roumains, de Polonais qui m'ont contacté, qui m'ont dit tout ce que vous dites, c'est juste, on reconnaît les signes, etc., etc. Que ce soit ça a été surtout quand j'ai parlé de la novlangue et surtout sur l'opposition contrôlée. J'ai eu des témoignages parce qu'ils ont fini par ouvrir des archives en Pologne de la police secrète et comment elle infiltrait la résistance, et c'était dans toutes les familles, dans tous les groupes, partout. Partout. Mais pourquoi ça serait différent aujourd'hui? C'est ça. C'est assez marrant ce que vous dites, parce que quand on prend par exemple l'exemple du Covid avec l'injection forcée, j'ai vu même une émission sur Arte où alors ils expliquent très bien comment l'industrie du tabac a influencé les études, etc., etc. Mais à la fin, ils en concluent pourquoi. Mais attends, ne regardez rien sur tout ce qui est injection, parce que là, c'est pas vrai. Mais enfin, vous prenez les gens pour des imbéciles. Vous expliquez depuis le début qu'effectivement, il y a des lobbies puissants qui mettent tout en œuvre pour pouvoir vendre leurs marchandises. Mais quand il s'agit de la médecine, enfin de la médecine, de la pharmacie, de l'industrie pharmaceutique, ça n'existe plus. De qui se moque-t-on, quoi? Et le plus grave dans tout ça, c'est que des gens regardent Arte en se disant ça c'est une très bonne chaîne, et donc on va y apprendre des choses, et tombent dans ce panneau. Alors que c'est vulgaire, c'est même plus vulgaire, c'est pornographique. C'est ça, obscène. C'est obscène, c'est absolument délirant. Donc, oui, il y a un autre aspect que je voulais aborder comme ça. Dans beaucoup de vos écrits, notamment dans ce que vous écrivez dans l'Antipresse, il y a beaucoup de références littéraires. Et je me demandais, comme vous êtes quand même dans un cursus très scientifique, très technique, très posé, très, on va dire, pragmatique, la littérature a quelque chose d'un peu fictionnel ou d'un peu original ou différent. Et en quoi elle peut s'inscrire quand même dans la compréhension de ce qu'on vit? Alors, mes premières études sont littéraires, hein. Ça c'est quand même important. Puisque j'ai intégré Normal Sup en option lettres classiques, donc latin, grec, littérature. Bon, il y avait tout le reste, hein, mais voilà. Alors, parce que c'est une expérience personnelle, c'est-à-dire que j'estime que la littérature est vraiment l'endroit qui peut le plus nous restituer les états d'âme et la complexité en réalité des histoires humaines. Si je devais raconter, par exemple, tout ce que j'ai compris, vécu, etc., des infiltrations, si je le faisais, ça peut être fait hein, sous forme de témoignage, mais en fait presque il faudrait que ça ait une tournure littéraire. C'est-à-dire que si je le faisais simplement de façon théorique, ça serait indigeste, et en plus, je crois que les gens n'y croiraient pas du tout. Et c'est ça, où votre meilleur ami devient votre meilleur ennemi, enfin, toutes ces configurations-là. Il y a tout un cheminement qui se passe. On le voit, Solzhenitsyn, c'est de la littérature. Koestler, c'est de la littérature. Et c'est, à mon avis, bien plus puissant de comprendre de l'intérieur ce qu'est le totalitarisme à partir d'Arthur Koestler qu'à partir d'Hannah Arendt. On le comprend de façon théorique avec Hannah Arendt. Avec la littérature, on est obligé de s'identifier au personnage, donc on rentre dans un autre processus d'identification. Et il n'y a pas meilleur moyen que de décrire la psychologie humaine que la littérature. C'est un vivier de psychologie humaine. En tout cas, la grande littérature. Je ne parle pas Ça me donne envie de vous poser une question, justement. C'est que quand on vous suit et qu'on a regardé vos travaux, ce que je fais depuis vos tout débuts, sur le plan matériel, j'estime que vous avez fait le boulot, vous avez tout expliqué. Sur le plan ontologique et psychologique, vous l'avez aussi expliqué, vous avez beaucoup parlé. Mais là, on vous a beaucoup moins entendu, c'est sur le plan métaphysique. Et là, ce que vous dites rejoint un peu la vision que je m'en fais, c'est que pour moi, il vaut mieux un bon mythe, même un mythe fondateur, un mythe qui va vous expliquer tout de manière symbolique, et vous allez tout comprendre, en fait. Et je pense que c'est là où il y a j'aimerais un peu plus vous entendre, et c'est pour ça que je vous posais la question. Vous, est-ce que vous avez aussi une analyse métaphysique des choses? Parce que finalement, vous arrivez à un stade où vous avez écrit plus d'une trentaine de livres. Voilà, est-ce qu'à un moment, on ne se dit pas, mais il n'y a pas des forces un peu au-delà même du physique
qui arrive à ce qu'on soit dans un état, dans l'état dans lequel on se trouve. Et je pense notamment, pour le dire clairement, au satanisme, que ce soit symbolique ou véritablement des gens qui ont une doctrine satanique dans les plus hautes sphères du pouvoir. Oui, mais j'en parle quand même parce que toute ma dernière partie dans psychopathologie du totalitarisme, elle est quand même sur la question spirituelle. Après, c'est un territoire sur lequel je pense qu'il faut aller avec prudence. Et je vais d'abord donner plusieurs précautions de ce territoire et de la façon dont je conçois les choses. La première prudence, c'est que aujourd'hui, tout ce qui va être invoqué sous spiritualité, par exemple, est complètement infiltré par le New Age Rockefeller. Donc ça, c'est le premier problème. Donc moi, j'ai pas du tout envie d'être assimilée à ça. Et le travail a été quand même sacrément bien fait. Le travail d'infiltration, on peut quand même le dire, puisque vous n'avez pas une personne qui va vous dire si tu penses pas positif aujourd'hui, etc. quoi. C'est vraiment, il a été très bien fait ce travail. Vous êtes pessimiste de nature, vous, donc c'est facile de dire ça. Attention. Attention que quand même, effectivement, vous avez raison de le dire. Le New Age a tout infiltré, mais il reste quand même encore des auteurs classiques, traditionnels et pérennialistes qu'il faut encore lire et qui donnent encore des clés de compréhension absolument magiques. Alors voilà. Par contre, revenir sur des auteurs classiques. Et après, j'estime que pour le coup, la spiritualité, c'est une affaire intime, dans le sens où on sait que c'est bien sûr sur le territoire sur lequel les pouvoirs vont énormément manipuler pour créer les fameuses guerres de religion. Donc ça, c'est vraiment la tarte à la crème, parce que c'est très facile en fait d'aller manipuler sur les états d'âme. Donc pour moi, c'est le territoire de liberté absolue des uns et des autres. Donc quand je dis c'est territoire intime, c'est territoire de liberté absolue. C'est-à-dire que ce qui va être du domaine de à la fois l'expérience mystique ou la croyance, c'est une initiation personnelle qui, quelque part, ne peut pas être produite. Pas si c'est peut être produite pour la personne, mais c'est un vécu qu'elle a rencontré. Je cite plusieurs témoignages justement dans Psychopathologie du totalitarisme, quand avec Dieu au goulag, ou d'autres témoignages d'expériences mystiques ou spirituelles qui d'ailleurs ont tendance à se manifester davantage dans les périodes très compliquées, très très totalitaires. Hein. Tout à fait. Donc moi je l'observe, mais après j'ai vraiment, comme je ne supporte pas qu'on me mette dans une case, je suis voilà, très prudente sur ce que je vais amener sur le territoire, considérant que ça reste de l'expérience intime et donc de la plus grande liberté de l'individu. Donc ce que j'ai amené dans Psychopathologie du totalitarisme me paraît très important, mais après chacun le fait à sa sauce, quoi, j'ai envie de le dire. Voilà. Mais il n'y a pas aussi peut-être... j'ai un ami qui est écrivain, Pierre-Yves Leneuve, je le cite, qui écrit sur l'homo mythologicus. En fait, pour lui, on est l'être humain. Nous ne sommes que des mythes. Nous devons croire en quelque chose. Et aujourd'hui, si vous voulez, vous chassez les religions classiques, abrahamiques, si vous voulez. Il y en a une autre qui reviendra. Et d'ailleurs, on tombe souvent dans ces travers, dans ce qu'on appelle le scientisme. C'est exactement ça. Oui. C'est le même mécanisme. Il faut croire en la science, en fait. C'est une autre religion, c'est ça. Voilà. Et donc, une religion remplace une autre. Donc, que ce soit le New Age, que ce soit le scientisme, que ce soit même l'athéisme peut devenir une certaine forme de religion. Absolument. Donc, est-ce qu'il ne serait pas de bonne loi aussi peut-être de travailler ce sujet un peu plus dans cette période justement où vous allez prendre du recul, de penser à amener les gens, parce que je sais que vous avez le talent de le faire. Vous êtes du boulot en fait. Je vous donne des idées de boulot. Expliquer ce qu'on pouvait faire pour la suite. Pourquoi pas, je les conseille. Non mais c'est passionnant et ça rejoint parce que j'avais traduit donc un livre là sur les Indiens Kogi de Lucas Burrols qui est absolument très intéressant. Et les Indiens Kogi, donc qui vivent dans la Sierra Nevada de Colombie, disent que nous sommes complètement dans une impasse parce que des histoires, ils mettent pas le terme mythologique, mais ça correspond à ça. Les histoires mythologiques que nous racontons sont, en fait, en gros, sont des récits de mort. Il n'y a plus de récits de vie. Et eux reconstruisent n'importe quel discours qu'ils vont commencer avec quelqu'un. Par exemple, si on avait commencé cet entretien à la manière Kogi, nous serions déjà
nous aurions récapitulé quelle est l'origine du monde, depuis quand le monde a commencé, etc., qui aurait été une histoire absolument mythologique. Et puis après 2 heures d'exposition de cette mythologie, nous serions rentrés dans notre sujet. C'est-à-dire, on serait replacés dans un axe par rapport à une origine et à des récits mythologiques. Alors, c'est vrai que je vais réfléchir à votre proposition. Je m'intéresse beaucoup, parce que ça m'a toujours passionné, à la mythologie grecque, mais comme un système de correspondance symbolique de ce qui se passe pour l'être humain. Et je pense que c'est la très grande puissance de la mythologie, c'est d'exhiber d'une manière audible pour nous ce que nous n'aurions pas accepté sur le plan rationnel, sur le plan de la rationalité. C'est-à-dire que ça s'adresse directement à l'inconscient ou à la fonction symbolique ou à la fonction imaginaire, mais en tout cas, ça traverse la censure du déni qui intervient aussi beaucoup dans la rationalité. C'est-à-dire ça n'existe pas, ce n'est pas convenable, ou ce n'est pas correct, ou ce n'est pas rationnel. Cette mythologie serait donc un bon complément à la littérature. J'aimerais beaucoup reprendre la littérature. Mais bon. Oui, la littérature est une forme de mythologie aussi. Pour conclure avec tout ça, sachant que vous avez cette vision assez pessimiste de l'ensemble, sans parler de croyances ou de choses, il ne peut qu'y avoir quand même quelque chose de supérieur et de plus lumineux et de plus agréable que tout ça, non ? Le plus lumineux, le plus agréable, je pense que on l'a quand on se remet en relation avec ce qu'il y a de très beau et de très grand et de très lumineux qui existe aussi déjà comme manifestation entre nous. C'est-à-dire que je crois que c'était la raison, c'est la raison pour laquelle les anciens s'évertuaient à construire de si beaux monuments et de si beaux statues, et de si belles statues et de si belles œuvres. C'est parce qu'évidemment, manifestation du divin, mais manifestation du divin sur notre terre. Et c'est aussi à ça que nous devons travailler, parce que dans dans l'épisode totalitaire, il y a aussi Moi, je suis tempérament pessimiste, mais encore une fois, je le répète tout le temps, pour avoir des bonnes surprises. Donc, c'est un faux pessimisme. Hein. C'est de la précaution, c'est de la prudence. Tout à fait, parce que je suis tout à fait pareil. Et puis, vous savez ce qu'on m'a dit ? On dit qu'un pessimiste, c'est un optimiste qui a de l'expérience. Voilà, c'est ça. Sinon, que l'optimiste crée l'avion et le pessimiste le parachute. Il faut les deux. Voilà, c'est très bien. C'est très bien, oui, c'est parfait. Donc j'ai perdu mon fil, mais oui, ça y est, j'ai retrouvé. Je pense que cultiver aussi la beauté, la beauté des relations humaines, la beauté de ce qu'on peut créer est très important, puisque c'est un contrepoids fondamental à la noirceur de ce qui nous est proposé aujourd'hui. Donc c'est très important, le travail que font les artistes, les vrais artistes. Ça existe encore ? J'en connais, ils ne sont pas très connus. C'est un critère. La médiatisation est un critère en général de médiocrité. Super. Dans tous les domaines. Comme dans la résistance. C'est une bonne formule. Absolument. La médiatisation est un critère de médiocrité, c'est très bon. Et oui, mais en plus, c'est fondamentalement vrai, avant même d'avoir des médias qui sont achetés. C'est tout simplement que la qualité, elle rime rarement avec la quantité. Vous avez tout à fait raison, et vous venez de citer un de mes maîtres à penser qui est René Guénon dans son bouquin. Voilà, donc super. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter ici, je ne sais pas ce que vous en dites. Oui, mais merci beaucoup pour cet entretien passionnant. Merci pour votre temps, malgré le décalage horaire. Vous êtes en Colombie, nous sommes en Belgique, et j'espère que la prochaine fois, on discuterait de vive voix. De vive voix. Parce que le numérique, vous savez, le numérique, il a ses limites quand même. Et de nouveaux sujets. Rien ne remplace la rencontre. Tout à fait. Merci encore et à la prochaine. Merci.